Chers téléspectateurs, chers internautes, bonjour. Nous vous souhaitons la bienvenue sur votre nouvelle chaîne Koumbi TV, autour de votre émission Le Grand Débat. Cette émission est produite par Koumbi TV en collaboration avec Kasataya et ADN. Alors, Koumbi TV est une web TV qui met la lumière sur vos initiatives, qu'elles soient culturelles, économiques ou politiques. Alors, politique, parlons-en. Le 22 juin prochain, les Mauritaniennes et les Mauritaniens seront appelés aux urnes pour choisir un nouveau président de la République. Pour ce faire, il y a 6 candidats déclarés à ce jour. 6 candidats déclarés, c'est-à-dire qui ont déposé leur candidature auprès du Conseil constitutionnel. Il s'agit de Mohamed Ould Ghazouani, de Sidi Mohamed Ould Boubacar, de Biramda Abeid, du docteur Mohamed Ould Maouloud, du docteur Kanamidou Baba et de M. Mohamed Lemine El Mourteji El Wafi. Ils sont 6, mais nous ne serons que 4 sur ce plateau et nous aurons l'occasion d'inviter les autres prochainement. Alors, autour de ce plateau, 4 représentants, je disais bien, des 6. Nous allons aborder, on va dire, plus ou moins 4 thématiques en 1 heure de temps. La question de la gouvernance et de l'unité nationale, la question de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, l'accès à la santé et la lutte contre le chômage. Alors, pour nous entretenir lors de ce grand débat, c'est une première, nous aurons notre député, M. Issa Diawara qui est représentant de l'IPR, qui sont des soutiens au candidat, on va dire, Mohamed Ould Ghazouani. Issa, bonjour. Bonjour, M. Diallo. Alors, nous aurons aussi M. Saloum Kamara qui est représentant du parti d'obédience islamiste Tawassoul, qui aujourd'hui soutient la candidature de Sidi Mohamed Ould Boubacar. M. Kamara, bonjour. Bonjour, monsieur. Et à côté de moi, nous avons M. Fall, El Fall, qui soutient le candidat Biramda Abeid, qui est son porte-parole ici. Donc, M. Fall, bonjour. Bonjour. Et in fine, enfin, nous avons M. Baba Marega, qui est le représentant de l'Union des forces du progrès, l'UFP, qui est le soutien du député et candidat Dr Mohamed Ould Maouloud. Bonjour. Bonjour. Bien. Alors, messieurs, dames, bientôt nous aurons, on va dire, ce qu'on appelle les élections. Je vais commencer par vous, El Fall, bientôt. En ce qui concerne la gouvernance et l'unité nationale, on considère que c'est peut-être l'un des éléments, on va dire, central, en tout cas, du débat politique mauritanien. Votre candidat, Biramda Abeid, plus connu pour ce qui est relatif à la lutte contre l'esclavage, qu'est-ce qu'il propose en offre de gouvernance et en offre en matière d'unité nationale? Ah bien, merci Diallo pour l'invitation et merci bien sûr à la nouvelle chaîne TV, Koumbi TV, qu'on ne connaissait pas, mais je pense que c'est la bonne occasion effectivement pour qu'elle se fasse connaître, notamment lors des élections où on sait que tous les Mauritaniens sont particulièrement concernés, ou en tout cas issus particulièrement ces événements. Donc si on doit parler de la bonne gouvernance concernant notre leader Biramda Abeid, nous savons que c'est un sujet sur lequel il est particulièrement pointueux du fait que c'est l'une des difficultés que nous avons réellement en Mauritanie. Je pense que tous les Mauritaniens peuvent se plaindre de cette situation et sans parler de parti pris, sans parler d'ethnie, sans parler de régionalisation et ainsi de suite. C'est une situation effectivement aujourd'hui où nous avons des difficultés en fait à tout simplement vivre ensemble. Et lorsqu'on parle d'un gouvernement, lorsqu'on parle d'un régime, la première des choses qu'il doit apporter en fait à toute sa population, c'est d'abord une bonne entente, une cohésion sociale. C'est ce que nous n'avons pas aujourd'hui. Nous avons une dislocation en fait de notre société en Mauritanie. Nous avons une difficulté effectivement dans la gestion de nos ressources. Nous avons une difficulté dans la recherche du travail. Nous avons une difficulté au niveau de l'économie, c'est-à-dire les entreprises ont d'énormes difficultés. Et quand nous voyons que l'État nous a mis aujourd'hui sur des taux d'endettement quasiment à 20% de notre PIB, c'est-à-dire au niveau du sujet de l'énergie, on sait que le ministère du pétrole nous a endetté quasiment de 1 milliard de dollars, quand on sait que notre PIB mauritanien est de 4 milliards 620 millions, c'est-à-dire que 20% de notre PIB, effectivement, est une dette. Et ce qui fait que tout Mauritanien est endetté quasiment 226 dollars, sans pourtant qu'il y ait effectivement l'électricité dans toutes les villes. Et c'est ça que nous voyons comme cas étant une difficulté, effectivement, de bonne gestion. Et quand on parle seulement de l'énergie, effectivement, c'est déjà une aberration. Alors, on va rentrer après sur les points de détail. Donc là, vous mettez, en tout cas, vous pointez du doigt la question de la gouvernance, au moins énergétique. C'est ce que vous avez donné comme exemple. Je sais qu'il y en a qui trépignent pour vous répondre, mais il va patienter. Alors, M. Kamara, vous êtes du parti Tawassoul, c'est le premier parti d'opposition mauritanien. Vous avez fait le choix, en tout cas votre parti, de soutenir Sidi Mohamed Ould Boubacar, ancien Premier ministre de l'ère Taya, ancien Premier ministre de la Transition. Pourquoi ce retour vers le passé? Bonjour à tout le monde.
suis heureux de venir assister à cette émission politique des Kumbi TV. Je suis ravi et reconnaissant et heureux. Donc moi, nous, notre parti a soutenu Sidi Mohamed Boubacar sur 2 critères. La personnalité de la personne, qui était du côté de l'ancien régime de Maouya, et il était 2 fois Premier ministre de la Maouya, Sidi Mohamed Taya, et récemment sur la transition au niveau de la Mauritanie. Surtout l'unité nationale, parce que c'est un leader qui lead pour l'unité nationale du pays. L'unité nationale, c'est quoi? La cohésion, l'entente entre nous, la bonne gouvernance. Et ça, on a du mal à l'appliquer au niveau de la Mauritanie actuellement. La Mauritanie d'aujourd'hui et la Mauritanie d'hier, il y a une très grande différence entre ces deux-là. Donc c'est pour cela, nous, on a soutenu Sidi Mohamed Boubacar sur ces critères, sa personnalité, c'est la connaissance de la personne sur la politique mauritanienne au niveau international aussi. Bien. Alors, juste par exemple, quand vous le dites, peut-être qu'on vous dira que mais c'est sous quand Sidi Mohamed Boubacar était Premier ministre, qu'a été votée la loi d'amnistie que beaucoup, par exemple, d'opposants dénoncent. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Est-ce que ça contribue à consolider son caractère unitaire? Oui, ça peut consolider à son caractère unitaire. Vous considérez qu'il est quelqu'un qui va rassembler tous les Mauritaniens? Pour moi, il est quelqu'un qui va rassembler tous les Mauritaniens sur ces bases que nous tous, on est là en train de définir. Bien, peut-être M. Mariga ne sera pas forcément d'accord avec ce bilan de Sidi Mohamed Boubacar, mais il aura l'occasion de le dire. Alors, M. Mariga, Dr Ould Mawloud, qu'est-ce qu'il propose comme offre alternative de politique en Mauritanie? Gouvernance, unité nationale, en 2 minutes. Bonjour à tout le monde. Comme prédécesseur, donc je salue cette invitation de Kumbi TV et de Kassataya en collaboration avec ADN. Donc je vous remercie de cette invitation. Je pense que c'est une occasion pour nous, en tout cas les candidats, les représentants des candidats qui sont là, pour essayer de débattre ensemble, pour voir un peu clairement ce qui se passe dans ce pays-là et en fonction de cela, amener les Mauritaniens à décider librement de leur choix. Bon, pour préliminaire, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que je crois que nous, Mauritaniens, il va falloir qu'on comprenne quelque chose qui me paraît important. D'abord, souvent, il y a des préjugés qui ont existé dans différentes communautés par le passé, qui continuent de surgir même au niveau politique. Traiter des Maures de Sissi, traiter des Haratines de Sissi, des Poulars de Sissi. Vous savez que ça existe dans chaque communauté. Mais jamais. D'abord, nous sommes tous des musulmans. Et je crois qu'on ne peut pas traiter toute une communauté de bonne ou de mauvaise. Dans toutes les communautés, il y a des gens qui sont bons, il y a des gens qui sont mauvais, il y a des femmes qui sont bonnes, il y a des femmes qui sont mauvaises. Donc, on ne peut pas continuer à véhiculer ces genres d'idées qui ne fait que diviser le peuple. Bien, vous êtes sur votre émission Le Grand Débat. Nous sommes de retour sur la deuxième thématique, éducation et formation professionnelle. En Mauritanie, pas seulement à Nouakchott, des écoles se construisent de plus en plus, d'autres aussi se détruisent. Et tout récemment, la Mauritanie fut épinglée par, on va dire, la Commission des droits de l'homme de l'Union africaine pour la destruction d'écoles au niveau national. Au-delà de la construction ou des destructions d'écoles, c'est la qualité de l'enseignement qui pose problème. Moins de 20% de réussite au baccalauréat de façon générale. Des fois, on est autour de 7 à 3%. C'est une situation alarmante. Alors, Issa Diawara, quand on vous, en tout cas, apostrophe sur cette question de l'éducation nationale, vous me direz qu'il y a des écoles d'excellence. Sans doute. Et vous faites bien de le rappeler. C'est le seul président depuis qu'il est à la tête de ce pays à construire une université, des écoles d'excellence, et une école professionnelle, des écoles de santé partout dans le pays. Et vous savez aussi qu'on est dans un cycle qui a démarré en 2011. C'est le programme national du développement du secteur éducatif, donc qui prend bien évidemment en compte les difficultés que l'éducation connaît. Ce n'est pas seulement la Mauritanie qui connaît ces difficultés. Dans tous les pays du monde, on sait que l'éducation est un secteur difficile. C'est un secteur difficile. Mais ne pas en prendre conscience, c'est là où il y aurait eu faute. Mais heureusement pour nous, les chefs d'État, et s'est engagé dans ce programme qui essaie d'améliorer l'éducation de base avec l'implication de la société civile, des communautés aussi, et également à faire des investissements. Ça a été fait, il y a beaucoup d'écoles qui ont été restructurées, et des collèges aussi partout. Également à augmenter la qualité et la pertinence des programmes qui seront mis en accord avec
les besoins du marché, des écoles professionnelles également, de qualité, tout ça pour répondre aux besoins du marché. Alors, nul doute qu'il y a de plus en plus d'écoles qui sont construites, même à l'intérieur du pays, la couverture augmente, mais la question de la qualité pose réellement problème. Les Mauritaniens qui vont étudier à l'étranger ont un problème d'adaptation et de niveau scolaire. Ça, est-ce que c'est pas un échec, un des rares échecs, si vous pouvez l'admettre, du président sortant? Pas du tout. Il y a d'ailleurs la réforme de 99, elle porte ce poids. Parce qu'avant, il y avait un système d'arabisation d'un côté, de bilinguisme de l'autre, et il y avait, d'ailleurs, la nouvelle réforme participe également, d'une certaine mesure, à la cohésion nationale. Parce qu'autrefois, l'arabe c'était d'un côté, les enseignements en français de l'autre. Actuellement, depuis la réforme de 99 qui est entretenue, ce qui est visé, c'est l'ouverture de la Mauritanie dans le monde et à travers le monde, avec l'enseignement de toutes les matières scientifiques en français et l'enseignement des matières littéraires en arabe. Donc, ça permet aussi de mêler les enfants de la Mauritanie dans une même classe pour une cohésion nationale. Donc, faire ça, je crois que c'est accepter qu'il y a des problèmes, mais décider que ces problèmes seront pris en charge. Bien, alors, Tawassoul avec leur ami Sid Mohamed Ould Boubacar, quelle est l'offre éducative que vous proposez? Est-ce que ça va être des madras un peu partout comme on peut certains, ou on va avoir une autre offre de formation? Non, nous, l'école, au niveau de l'école de la Mauritanie, actuellement, l'éducation est nulle. Que ce soit du mahadra ou de l'éducation nationale administrative, c'est tout est nul. Parce que moi, j'étais à l'école. Moi, j'ai quoi l'école administrative? Donc, moi, j'étais dans une école où mon niveau, le niveau que j'ai, et là, actuellement, à niveau universitaire dans la Mauritanie, aujourd'hui, moi, je suis sûr que certains, moi, j'ai plus de niveau que les gens qui sont à l'université aujourd'hui. Donc, ce qui veut dire l'école mauritanienne actuellement, il ne faut absolument rien du tout. Parce qu'avant, de corriger les erreurs de oui, mais un instant, parce que là, il faut, non, ça, c'est le pouvoir militaire. Non, si Mohamed Boubacar, c'était, oui, en marionnette. Des réformes bidons qui ont été menées en matière d'éducation. En marionnette, un instant. Issa, il termine. Moi, je vous ai écouté. Oui. Donc, si vous voulez vraiment être franc, on s'écoute et on s'interpelle après. Voilà. Allez-y. C'est pas la peine de nous couper la parole. Parce qu'au niveau de l'administration mauritanienne actuellement, le pouvoir militaire, qui a le pouvoir actuellement? Le président Mohamed Ould Abdelaziz. Il est quoi? Partout dans le monde actuellement, partout dans le monde entier. On est là en train de sacher ces militaires qui nous ont gâché 50 ans de vie. Oui, mais là, vous êtes dans le constat et le diagnostic. Votre offre éducative. Nous, notre offre éducative, c'est pas la peine de créer des écoles partout dans le monde. Une excellence, des écoles comme dans le temps. Il n'y a pas de mahadra. Nous, on n'en a pas besoin de mahadra. On peut apprendre le Coran ou l'éducation ou l'islam où on veut, en Mauritanie, même dans nos écoles. Dans nos écoles, dans le temps, il y avait, on étudiait l'islam dans nos écoles. Ça continue toujours. L'éducation morale, coranique et religieuse, oui, l'IMCR. Mais c'est bafoué. Avant, c'était l'IMCR. Maintenant, il dit IO, je ne sais pas trop. Donc, c'est un peu de n'importe quoi. Donc, Aziz, au niveau de l'école, il n'y a rien. Alors, Aziz, au niveau de l'école, un échec. El Achfal, vous, la question de l'éducation doit aussi vous concerner dans la mesure où vous avez évoqué ces descendants d'esclaves qui ont des problèmes d'accès à l'école. Tadamoun qui essaye de faire un petit effort. Quelle est aujourd'hui, pour le candidat Biranda Abeid, l'école de demain? Je viens de tout de suite sur l'école de demain, mais juste pour faire le constat quand même. Bref, on a eu 40 ans effectivement de militaires. C'est l'évolution que nous avons vue du niveau médiocre de l'éducation nationale aujourd'hui. Je pense que tout le monde peut l'attester. On peut bien mettre effectivement des écoles d'excellence, mais c'est une école élitiste. Et on peut, et d'ailleurs tout le monde peut le vérifier, en se rendant devant ces écoles, qui on voit dedans? Les fils des militaires, les fils des dignitaires du pays. Comment ça se fait qu'il n'y a que les dignitaires du pays qui se retrouvent dans ces écoles d'excellence? C'est bien comme cela veut dire qu'il y a une sélection qui se fait, je ne sais pas à quel niveau, mais on se retrouve qu'au niveau de l'éducation nationale normale, moi j'ai fait mon cursus scolaire du début jusqu'à la fin, jusqu'au lycée national, jusqu'à l'obtention de mon bac, dans le système public. Effectivement, il était bon, mais il était décadent au fur et à mesure. À tel point que même mes petits frères qui m'ont suivi, aujourd'hui, se sont retrouvés dans une école privée. Et tout le monde la connaît aujourd'hui, c'est l'école de Petit Samb. Comment ça se fait que la plupart des cadres moyens mauritaniens se retrouvent à envoyer les enfants dans les écoles privées? Il n'y en avait qu'une ou deux à la limite, El Hadj Matal, peut-être qui est arrivé à réussir, et à la limite un peu plus, et c'est l'école Baraka. C'est parce que l'éducation nationale, effectivement, était juste catastrophique.
tellement catastrophique qu'on a fini d'ailleurs par casser les écoles. Parce qu'effectivement, le résultat était zéro. Voilà. Voilà le résultat, effectivement, de tout ce que nous avons gagné depuis l'événement des militaires, c'est-à-dire 1978 jusqu'à actuellement. Et aujourd'hui, on nous dit, oui, on a construit des écoles de Mara. Mais je vous donne l'exemple de Teka. On nous a construit effectivement au collège. On nous a envoyé un professeur, et qui était le directeur de l'établissement. Et les élèves font quoi? À quoi ça sert de construire des écoles si on n'a pas de professeur? Ce sont les parents d'élèves qui se retrouvent à cotiser pour trouver et demander à leurs propres concitoyens, c'est-à-dire les enfants issus du village, de revenir dans nos localités pour enseigner nos propres élèves. Et c'est ça que le ministère de l'Éducation nationale nous envoie. Construire des écoles sans professeur, zéro. C'est uniquement zéro. Je reviens sur autre chose encore. On a eu le cas de Silibabi, d'où vous venez, M. Diawara. L'année dernière, qu'est-ce qui s'est passé? Dans des établissements où il n'y avait pas de toit sur les écoles, les élèves ont fait grève, on les a matés. Les parents d'élèves ont fait grève, on les a matés, on les a mis dans le niveau. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu négocier pour faire sortir des parents d'élèves qui venaient manifester pour que leurs élèves trouvent des toits juste pour aller à l'école. Et c'est ça le résultat, effectivement. Moi, je préfère ne pas avoir d'école d'excellence, mais au moins le minimum que j'ai, au moins que ça existe. Et que ça marche. Et vous proposez quoi à la place? L'éducation nationale, vous savez très bien, c'est la base de tout un pays. Et aucune nation ne peut aujourd'hui se développer sans l'éducation nationale. Après, la santé. Mais l'éducation nationale, c'est vraiment ce qui permet à ce que tout le monde puisse se retrouver. Regardez les professeurs qui sortent aujourd'hui de l'ENI. Le niveau bas qu'ils ont. Ils ne peuvent, la grève du mois d'avril, 22, 23 et 24 avril, qu'est-ce qu'ils disaient les professeurs? On en a marre de nous retrouver dans cette situation où on nous affecte dans des lieux où on ne sait même pas qu'est-ce qu'on fait. Vous êtes toujours dans le diagnostic, M. Fall. On voudrait une proposition, exemple, que vous faites, que n'a pas fait le pouvoir. En fait, il n'y a pas besoin d'être ingénieur pour ça. On a déjà des bases sur lesquelles nous pouvons travailler. Nous avons des centres de formation, des instituteurs et des professeurs. Donnez-leur la bonne formation. D'abord. Envoyez-les convenablement. Mettons les moyens pour qu'ils puissent enseigner convenablement. Lorsque vous ouvrez un établissement, envoyez des professeurs suffisamment formés. Rien de plus que ça. C'est pas extraordinaire, c'est basique. Et tous les pays du monde le font. Nos seuls voisins, Sénégal et Mali, le font déjà. On n'a pas besoin d'être ailleurs pour voir ce qu'il y a de bien à faire. C'est juste nos voisins. Bien, M. Marega, votre parti est considéré, à tort ou à raison, comme étant le parti de l'intelligentsia, de l'élite, ceux qui aiment l'éducation. Alors vous, concrètement, au-delà du diagnostic, que peut-être on peut être d'accord ou pas, parce que ça ne sera pas d'accord, au-delà du diagnostic, quelle est l'offre éducative que va proposer aujourd'hui l'UFP, surtout face à la prolifération de la privatisation de l'école? Bon, ce que je voudrais ajouter par rapport à ce que par rapport à l'éducation, je crois que le constat aujourd'hui, c'est que l'éducation nationale en Bretagne est un échec. C'est un système qui aujourd'hui s'apparente à ce qu'on peut appeler d'ailleurs une forme d'apartheid. On a créé les conditions pour que les enfants des Négo-Africains et les enfants, comment dirais-je, des Arabes vivent séparés. On a créé l'éducation aujourd'hui de sorte que les Mauritaniens ne vivent plus ensemble. Nous, si je prends l'exemple de notre temps, on était au lycée, on avait des internats, il y avait des cantines, on vivait ensemble, on était ensemble, on travaillait ensemble. Jusqu'à présent, si je vais au pays, j'ai mes promotionnaires, on se retrouve à l'extérieur. Aujourd'hui, les gens sont partis. Chacun vit de son côté. Voilà aujourd'hui le résultat, comment dirais-je, d'une éducation qui va en s'enfonçant, comment dirais-je, de plus en plus, comment dirais-je, dans le fossé. Et dans une profondeur, comment dirais-je, sans limite. Les élèves aujourd'hui, le niveau est quasiment inexistant. Les élèves peuvent être en 3e, en 4e, si vous les interrogez, vous vous rendez compte, si vous écrivez, comment dirais-je, une lettre ou un document, vous vous rendez compte, comment dirais-je, de la gravité de la situation. Monsieur Marega, la solution, qu'allons-nous faire? Qu'allez-vous faire, surtout? Oui, je crois qu'il faut partir du constat pour savoir ce qu'il faut faire. Je crois que, donc, on est dans une situation aujourd'hui où l'éducation nationale n'existe pas. Les écoles d'excellence qu'on parle, c'est des écoles où une minorité de gens sont dedans. En général, ceux qui sont dedans, ce sont toujours les écoles. Et d'ailleurs, la plupart de ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, les enfants n'étudient plus en métier. Donc, ce qui veut dire que si c'était bon, tout ça était bon,
ils allaient laisser les enfants sur place. Donc, c'est tout simplement que tout ça, c'est un peu de mesure, c'est un cosmopolite. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Il faut faire une école qui réponde aux réalités de la politique. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne peut pas, aucun pays au monde, je dis bien aucun pays au monde, n'a pu se développer sans s'appuyer sur ces langues nationales. On ne peut pas évoluer en Mauritanie sans que nous enseignions nos langues nationales. Il faut que le soninké, le pulaar, le wolof et l'arabe soient enseignés. Donc, dans l'éducation nationale, il faut introduire les langues nationales. Les langues nationales ont fait leur expérience. C'est-à-dire le soninké, le pulaar, le wolof. À un moment donné, on les avait transcrits, enseignés, et qu'ils ont fait leur expérience. Aujourd'hui, ils peuvent être introduits dans l'enseignement. Et ça permet, comment voulez-vous instruire, comment dirais-je, une population de soninké, comment dirais-je, dans une autre langue qui n'est pas sa langue? Vous voulez que toute la population soit au courant de ce qui se passe dans le monde, même du point de vue, sur le plan agricole, sur le plan, etc. Donc, il faut que les gens apprennent dans leur langue nationale. Mais évidemment, nous sommes en Mauritanie. Il faut que les autres langues soient enseignées. Il faut que les Mauritaniens apprennent aussi les autres langues. Il faut que les Arabes apprennent la langue des Négro-Africains. Il faut que les Négro-Africains apprennent la langue arabe. Et pour cela, je crois que le système de notre enseignement doit s'appuyer sur ces données-là pour que nous puissions sortir dans la situation dans laquelle nous sommes. Deuxièmement, il est aussi important que les administrateurs aujourd'hui en Mauritanie, on envoie des gens dans des régions où ils ne parlent même pas la langue déjà. Ils ne savent même pas se communiquer avec les gens. Donc, désormais, il faut qu'il y ait une politique de sorte que tout fonctionnaire qui devait aller dans un endroit, tu dois parler la langue de cette région. De sorte que, au moins, tous les Mauritaniens deviennent au moins des bilingues. Un arabe doit pouvoir parler son équipe. Son équipe doit parler au moins, etc. Pour que nous puissions vivre ensemble. Il faut que ce pays retrouve son unité, sinon ça va. Bien, il propose une alternative linguistique, c'est-à-dire l'enseignement transversal des langues. Est-ce que c'est quelque chose que vous appuyez, Issa Diawara, pour finir? Et en même temps, on va dire, est-ce que le candidat Qazouani va rester dans une perspective de continuité ou de rupture en matière de ce qui s'est fait toujours au niveau de l'éducation nationale? Tout ce qui est bien, le président Qazouani le fera. S'il est élu. Moi, je suis certain qu'il sera élu le 22 juin au premier tour. Voilà, mais je n'en doute pas. Parce qu'il a toute la Mauritanie derrière lui. C'est bien dit. Voilà. Moi, d'abord, je m'inquiète de la formulation faite par mon ami Baba, qui souhaite qu'au niveau de l'administration, on segmente la Mauritanie. Que les Bédans d'un côté, les Négros de l'autre. J'ai dit plutôt le contraire, je crois. Ça, c'est vraiment. J'ai dit plutôt le contraire. On envoie des gens. Non, qui comprennent la langue, pas forcément qui sont issus de la communauté. L'administration, c'est pas comme ça. L'administration, c'est qu'on envoie des gens compétents pour les services pour lesquels. C'est une population qui ne parle pas sa langue. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Mais on peut quand même, de sorte que les fonctionnaires apprennent. Ça, c'est une politique qui est vide de sens, qui ne correspond à rien, sauf de l'enfumage. C'est comme ça que je juge. Bon, pour moi, l'essentiel, c'est que, comme je l'ai dit dans le programme National Development Sector, dans sa seconde phase actuelle, qui vise à améliorer le niveau technique, à la fois des encadrants que des enseignants et des inspections académiques. Moi, c'est là où se trouve la réponse à la question. Justement, je dis la qualité, l'augmentation de la qualité. Mais il faut une politique, justement. Mais cette politique, depuis 10 ans, on l'a pas vu. Qui a mis cette politique en œuvre? C'est Sidi Mohamed. C'est Sidi Mohamed El-Bakar qui a mené des réformes hasardeuses qui ont conduit à cette politique que nous sommes en train de corriger depuis que nous sommes aux affaires. Depuis 15 ans Et M. El Haj disait depuis 15 ans. Attendez, il va finir. Disait que ça m'étonne quand tout le monde accourt au privé. Il faut savoir qu'en 2008, le taux de scolarisation dans le public était de 53%, aujourd'hui il est de 72%. Donc, 63%, ça c'est des chiffres. Ensuite, on laisse finir. C'est une évolution ou c'est pas une évolution? Vous voulez que le pays avance. Quand il y a des évolutions, vous n'êtes pas d'accord. Mais vous voulez quoi? Que le pays reste stagnant? C'est pas ça. Le président, il est là pour faire avancer les choses. C'est ce qu'il a fait. Au niveau de l'accès, au niveau aussi de l'achèvement universel du primaire, au niveau de l'augmentation de la qualité du secondaire. Donc voilà ce qui est fait. Pour la question de langue nationale, mais qui a inscrit maintenant l'enseignement de langue nationale dans la Constitution? C'est le président de la République, en 2011, dans la réforme de 2011.
Et il y a un centre qui existe pour ça déjà. Mais alors, c'est vrai qu'il l'a inscrit et que ça a été renforcé au niveau de l'enseignement universitaire, mais ça a été enlevé au niveau de l'enseignement primaire. Les gens peuvent étudier les langues nationales à l'université, mais pas à l'école primaire. Ça sert à rien. Ça, c'est dans la constitution depuis. Oui. Non, la dernière réforme. Non. C'était pas dans la constitution légale. C'est en 91. À chaque fois qu'il y a un dialogue qui est instauré pour faire avancer des questions sur lesquelles il y a des clivages, où on vous y invite, vous refusez, vous ne verrez pas. Ce qui vous intéresse à chaque fois, c'est les élections et les questions de poste, parce que je vois que tout le monde parle de poste, on a aussi, on a ça. Il y a ces enjeux-là qui vous concernent. Nous, ce qui nous intéresse au premier chef, c'est vraiment l'avancement du pays. Et c'est à quoi le président s'attelle, et c'est à quoi demain Khazouali va s'atteler également. Non, mais l'avancement du pays, on veut bien. Mais l'avancement du pays, mais c'est quel critère? À quel Regardez prix? bien, si à vous quel savez prix? pas observer. Mais attends, un instant, à quel prix? Parce que je viens de l'administration mauritanienne, l'avancement du pays commence par l'éducation. L'éducation, elle est bafouillée par les écoles. Non, mais attends, ça c'est depuis 15 ans. Tout le temps, c'est la faute de l'autre. Donc, vous reconnaissez que Sidi Mohamed Boubacar avait fait une réforme un peu hasardeuse au moins. Je suis pas d'accord avec lui. Celui que vous soutenez aujourd'hui. Mais on ne peut pas dire que Boubacar était une marionnette et après on lui met on lui met tout sur son dos. Mais c'est pas. Il y dirigeait à l'époque. C'est pas nous qui dirigeons. Il était marionnette. Un instant. Il était marionnette de qui? Un instant. Vous avez dit qu'il était marionnette de qui? Oui, mais il était marionnette. D'accord. De Maouya ou de un instant. Attendez, là. Parce que là, si on dit quelqu'un qui est marionnette, mais on ne va pas lui mettre le fardeau sur le dos encore. Ça veut dire qu'il décide bien. Il faut prendre des réactions. Bien, on n'est pas. Monsieur Camara, Monsieur Diawara, ce n'est pas le procès de Sidi Mohamed Boubacar. Monsieur Fall, vous allez juste intervenir et on va passer à la thématique qui suit. S'il vous plaît, Monsieur Camara, on va laisser à Monsieur Fall, il avait une intervention. Il reprochait tout à l'heure à Sidi Diawara de ne pas être responsable du rapatriement des Sénégalais. Des Mauritaniens vers le Sénégal. Qui étaient au Sénégal. Réfugiés. C'est jamais la faute de vous, c'est toujours la faute des autres. Donc, ce qui était présent, mais il était maintenant que Boubacar aussi, soi-disant, qu'il était responsable des résultats médiocres de l'éducation nationale, il dit encore une fois c'est lui qui est responsable. Et pourtant, il y a pas si longtemps, il disait que ce n'était qu'une marionnette. Mais en fait, on sait effectivement que tous, supposons même qu'ils étaient tous des marionnettes. Mais tous, cela, ce sont les mêmes. C'est ce que je disais, c'est le même système que nous avons depuis 1968. 40 ans de militaires. Et nous avons les mêmes. Et depuis Salek, depuis Hilal, Maouiya, et aujourd'hui, après Aziz, aujourd'hui, Khazouali, ce ne sera que la continuité. Et les résultats, on le voit, descendant de manière dramatique pour le pays. Moi, je vous dis juste par rapport aux constructions, de construction d'écoles. Oui. Je crois que Aziz, s'il y a une polémique, c'est par rapport aux constructions. Construction de villes nouvelles, construction des écoles, construction comme ceci. Tout cela dans cet intérêt. Essayer tout simplement de renforcer ses amis par des marchés. C'est tout simplement ça. Construire des villes où il n'y a personne qui habite dedans. À quoi ça sert? Alors qu'on a des villes, notre chemin est complètement pollué, ou complètement, comment dirais-je, sale. Au lieu de s'occuper, de débloquer, 15 milliards de la CINIM qui a mis aujourd'hui la CINIM en faillite, dépenser pour construire une ville nouvelle. Je crois qu'il vaut mieux de construire, de faire des travaux pour améliorer la situation. Issa Diawara, réponse très rapide de Issa Diawara. On va passer à la séquence suivante. Je vois que tout le monde jette l'opprobre sur les militaires de manière générale, pour lesquels moi j'ai un grand respect. Et on sait très bien que dans la vie moderne et contemporaine, les militaires ont été au rendez-vous avec l'histoire. Aziz fait partie de ces présidents, de ces militaires. On se rappelle de De Gaulle, la Constitution de 58, c'est De Gaulle qui l'a fait, c'est un militaire. La démocratie ghanéenne, c'est qui? C'est Germain, c'est un militaire. La démocratie mauritanienne, qui l'a instituée, c'est Aziz, même si vous ne voulez pas, qui a mis un terme à la tyrannie de Maouya, qui avait fait de Sidi Mohamed Boubacar Premier ministre. Mais est-ce que vous pouvez laissez finir. Non, mais est-ce que vous pouvez vous citer exactement là où il y a le souci? Écoutez-moi. Laissez-le finir, Camara. Donc, ça c'est Aziz. Maintenant, sur l'école, il a construit même à Nouakchott. À Nouakchott, vous savez très bien aussi, parce que vous dites qu'il n'a rien fait à Nouakchott. Toutes les grandes routes qui sont faites à Nouakchott, tous les palais de congrès, de conférences qui sont faits, l'aéroport de Nouakchott, qui l'a fait? C'est Aziz.
Donc vous ne pouvez pas dire qu'il n'a rien fait alors qu'il s'attelle qu'à ça, nuit et jour. Il a même créé encore des infrastructures portières. En Diago, c'est en cours. Il a élargi celui de Nouakchott, il a élargi celui de Nouadhibou. Donc c'est un président bâtisseur qui a une vision de long terme sur laquelle maintenant Ghazouani va aussi s'atteler à l'amplification. Alors, un président bâtisseur, Ghazouani qui va faire l'amplification, donc la rupture dans la continuité, comme diront certains. Éducation, santé, l'autre grand problème mauritanien. Aujourd'hui, on note une amélioration, il faut le reconnaître, du plateau hospitalier avec la création du centre oncologique, qui est un centre de référence au niveau sous-régional, dit-on. On a un centre d'hépatologie qui vient d'être créé, mais par contre, on note aussi qu'au niveau de la santé maternelle, par exemple, on a plus de 600 décès par 100 000 naissances. Or, l'objectif intermédiaire était de 200 décès par 100 000 naissances. On n'en est pas là aujourd'hui. Est-ce à dire au moins sur ce côté-là, par exemple, tandis qu'au Sénégal, ils sont à moins de 300, on va dire, décès par 100 000 naissances. Est-ce que sur ce côté-là, vous avez quand même péché au niveau de l'accès à la santé, M. Issa Diawara? Au niveau de la santé, il a beaucoup fait. Et sur ces chiffres, je ne sais pas d'où vous les tenez. D'un rapport officiel du système des Nations Unies comme l'OMS. De l'UNICEF, qui dit qu'en 90, le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans était de 128. Aujourd'hui, il est de 84. Je parle de la naissance, pas de moins de 5 ans, c'est-à-dire juste à la naissance. La mortalité infantile de manière générale aussi a baissé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une offre de santé en termes structurels, en termes de ressources humaines qui est de qualité. Vous l'avez rappelé là tout de suite, qu'il y a l'oncologie, il n'y a pas que ça, il y a l'hépatovirologie, il y a aussi le troisième centre de spécialité. Des Grands Brûlés, ou de spécialité avec monsieur... Cardiologie. La cardiologie aussi, voilà. Et tous les hôpitaux régionaux bénéficient d'un plateau vraiment de dernière génération. Tout le monde, si, c'est la vérité. Il y a des scanners, il y a la région, partout. Il y a des hôpitaux qui ont été construits. Les scanners dans les régions, je ne crois pas qu'on en ait autant que... Dans toutes les régions, dans tous les hôpitaux régionaux, il y a un scanner. À vérifier. Non, à vérifier. Vérifiez-le. Je sais de quoi je parle. Oui. Et il y a des grands hôpitaux qui ont été construits, par exemple dans la Saba, dans le Haut, à Zouerat également. Et au niveau, M. Camara. Non, mais parce que vous passez tout le temps. M. Camara, vous allez tout de suite lui répondre. Tout de suite, je vais vous donner la parole. Laissez-le finir. Il vous reste encore une minute. Voilà. Et ce que j'allais rajouter, c'est qu'il n'y a pas un département aujourd'hui en Mauritanie qui n'est pas doté aussi d'un centre de santé. Et partout, dans toutes les régions, il y a des écoles de santé aussi qui ont été construites. On a une faculté de médecine. Donc tout ça, c'est à mettre au crédit du président de la République qui a une vision qualitative sur la santé pour les Mauritaniens. Alors, je peux témoigner quand même que le département de Magama, qui vote et puis majoritairement pour le pouvoir, n'ont pas un plateau de santé très favorable. Je n'ai pas dit département, j'ai dit région. Région, voilà. Autant pour moi, parce que j'ai cru entendre département, donc au moins je suis sûr que sur celui-là, il n'est pas avenant. Alors, monsieur Camara. Moi, ce que je voudrais dire. Tawassoul fait beaucoup dans la santé, apparemment, là où l'État n'est pas. Là où l'État n'est pas, même là où l'État n'est jamais présent déjà. Parce que moi, ce que je veux dire, au niveau de la santé, il nous reste beaucoup à faire. Construire les écoles, construire les hôpitaux. Mais quand ils construisent les hôpitaux, mais il faut qu'il y ait des gens qui travaillent. Il faut qu'il y ait des gens qui sont compétents. Mais on ne peut pas construire un hôpital où il n'y a pas un médecin. Mais on ne peut pas construire un hôpital, on amène le scanner qui est là. Qui va le gérer? Mais tout ça, c'est la base de l'éducation. Il faut qu'on renforce l'éducation. Si on veut vraiment sortir de ce carcan. Et on est au XXIe siècle, les gens qui sont là en train de transporter un Marat tirer le dos d'un âne. Mais on est où? Mais pourtant, la Mauritanie est riche. La Mauritanie est riche. La Mauritanie est trop riche pour ces genres de choses. Alors, la santé, toi tu es d'Iguilimaka, moi je suis d'Iguilimaka. Tu sais comment l'hôpital de Sénégal, comment il est?
Il est en bon état. En mauvais état. En mauvais état. Je n'ai pas vu un hôpital aussi. En putréfaction. En putréfaction. Aussi important que l'hôpital de Célibat. Je veux dire en putréfaction. Parce que là, vous ressentez trop longtemps de célibat. Moi, tous les 6 mois, je suis en Mauritanie. Non. Moi, tous les 6 mois, je suis en Mauritanie. Vous n'observez pas bien. Monsieur Camara, on vous appelle à changer de lunettes. J'ai mon fils. J'ai mon fils actuellement qui est malade. Il ne peut pas faire une opération à Célibat. Je suis obligé de le ramener alors que là, ils sont venus hier. Et ça, c'est pas longtemps, ça. C'est tout nouveau. Donc, bien. Parce que s'il me dit qu'il y a les scanners, il y a le cardiologie, vous n'avez pas confiance à vos médecins, ça c'est votre problème. Non, mais parce qu'on a. Moi, je m'attends. C'est pas que. Parce que c'est même. Non, mais alors, un instant, parce que les médecins qui sont là-bas, excuse-moi, c'est même pas des Mauritaniens déjà. C'est des Chinois qui sont là-bas. Arrêtez un peu. Alors, la coopération chinoise, elle a toujours existé. Non. La coopération, elle a toujours existé. Parce que si. On ne va pas. S'il vous plaît. Alors, Camara, c'est pas. Alors, monsieur Camara. Là où ça vous fait mal. Non, rien ne me fait mal. Non, si, parce que ça, c'est les points. Monsieur Diawara, vous n'avez plus la parole. Vous voulez que je vous laisse monopoliser. Monsieur Diawara, vous n'avez plus le droit de la parole. Non, c'est pas des contre-vérités. Ça, c'est la pure réalité. Et tous les Mauritaniens ou tous les gens du Guidima qui sont là, ils peuvent en témoigner. Alors, au-delà du Guidimara, pour la Mauritanie de façon générale, Monsieur Fall, plateau sanitaire décadent, pas décadent pour certains, vous, le diagnostic, je sais que vous allez dire qu'il est alarmant et catastrophique. Passons. Qu'est-ce qu'on propose? Monsieur Diallo, vous voulez d'être négatif sur tout ça? Non. Alors, pour une fois, il va reconnaître que c'est bon. Alors, Monsieur Fall. Non. On va ouvrir les oreilles grandement. Vous savez, malheureusement pour nous, et c'est ça, en fait, l'avantage des Mauritaniens, c'est que nous sommes conscients de ce qui se passe chez nous. Et nous ne mentons pas entre nous. Nous savons très bien ce qui se passe. Et nous ne faisons pas la politique. Voilà. Et nous ne faisons pas la politique politicienne. Nous faisons. Merci de me rappeler. Nous disons les choses telles quelles. On n'a pas besoin de mettre la poudre aux yeux. Chacun va à midi à sa porte. Il n'y a pas de problème. L'état de santé, comme l'éducation nationale, comme beaucoup de choses, effectivement, il y a des choses qui sont mises. C'est vraiment de la poudre, comme je dis. Comme l'école d'excellence tout à l'heure. Sans doute, effectivement, il y a 3 établissements qui ont été créés. Mais je reprends encore l'exemple de votre propre région, puisque vous venez de cette région, c'est l'Ibabi. Vous savez que l'ambulance, quand on veut utiliser l'ambulance, vous payez votre propre carburant pour déplacer votre malade. Oui. Bravo. Excusez-moi. Vous dites qu'il n'est pas au courant, mais je pense que c'est vous qui n'êtes pas au courant de ce qui se passe. Malheureusement, c'est ce qui est. Alors, malheureusement, c'est ce qui se passe. Et je vais même vous dire, je vais rajouter encore. Chaque village a sa propre ambulance. Et je vous laissez finir. Et je rajoute très bien, ça c'est. Est-ce que c'est logique? C'est une très bonne chose. Est-ce que c'est logique? Monsieur Camara, votre temps de parole est fini. On va donner la parole à Monsieur Fall. Une chose pour rester toujours sur l'exemple de Sylvain, à tel point que certains malades préfèrent envoyer leur malade du côté du Sénégal, à Bakel, au lieu de les envoyer en Chine. Vous vous rendez compte quel est le niveau de défaillance de notre système de santé? Des fois. Entendez, donnez les arguments que vous voulez. Mais moi, en tout cas, si je veux être comptable de ce que mon régime aurait fait, tel que vous le réclamez, j'aurais préféré que les Mauritaniens se soignent en Mauritanie. Et effectivement, s'il y a un problème de distance, comme vous venez de l'argumenter, j'aurais exactement mis à l'hôpital qu'il faut, à l'endroit où se trouvent mes populations. Oui. Malheureusement, c'est ce que vous ne faites pas. Donc ne me parlez pas de distance. Si ça rentre au Sénégal, c'est parce qu'en Mauritanie, il n'y a pas ce qu'il faut. Il n'y a pas ce qu'il faut dans l'hôpital. Mais je passe un petit exemple. Vous savez, la véritable difficulté en Mauritanie, c'est que, effectivement, c'est le peuple qu'on oublie. On oublie le peuple. C'est lui qui doit se soigner, qui n'a pas 1000 ouguias pour payer l'accès à l'hôpital. On vous oblige à payer d'avoir l'accès à l'hôpital pour pouvoir être soigné. Les gens sont si pauvres qu'ils n'ont même pas ces moyens, à tel point qu'ils finissent par mourir dans les hôpitaux. Mais même, je dirais autre chose. Ça, c'est une situation que tout le monde peut attester. Mais vous vous rendez compte, le corps infirmier, qu'est-ce qui se passe? Nous avons effectivement certainement des infirmiers et des médecins qui sont formés quasiment tous à l'étranger. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Ils travaillent dans le public et dans le privé. Et même certains osent se déclarer malades pour ne pas venir travailler dans le public, et pourtant ils vont au travail dans le privé. Pourquoi ils vont dans le privé? C'est parce qu'ils sont payés suffisamment pour pouvoir subvenir à leurs propres besoins. Ça veut dire que les infirmiers qui sont fonctionnaires de l'État n'ont même pas les moyens de subvenir à leurs propres besoins. Bien. Voilà l'état de décadence de la... Monsieur Marega, il y a tout récemment eu une grève des médecins qui, je crois même, continue toujours. Il y a eu quelques accords qui ont été signés avec le ministère. Grève des médecins sur la question de la qualité de leur vie, sur les paiements. Et puis, en même temps,
on va dire qu'il y a un problème, par exemple, comme l'a relevé, d'accès à la santé. On appelle les gens à l'hôpital de Nouakchott, je ne sais pas ailleurs, à payer leurs seringues. On les envoie dans des pharmacies bien déterminées. Il y a la question aussi du trafic des médicaments. Oui, je veux juste 2 ou 3 pistes de proposition de ce que vous proposez comme alternative. Je crois que comme l'enseignement, comme l'éducation nationale, je crois que la santé aussi, si on rentre dans le détail, je crois qu'il y a des exemples qui viennent de citer qui font fraude. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible, dans un pays qui dispose de autant de moyens, que la population vive dans cette misère. Je crois que franchement, parler aujourd'hui que les choses vont bien, qu'il y a des hôpitaux ici, qu'il y a des scanners ici, vraiment, dans un système surtout contre les pauvres gens, qui n'arrivent même pas à se soigner. Aujourd'hui, récemment d'ailleurs, ils ont voulu doubler les prix des consultations. Et ça a déclenché les médecins, comme les infirmiers, tout le monde, les enseignants, tout le monde aujourd'hui dans une situation où ils sont obligés de faire plusieurs choses pour survivre. C'est ça la réalité. On est dans un pays qui a la décadence. Je crois que je suis même persuadé que si ce système affairiste, corrompu et discriminatoire continue, on va mieux. Ce pays-là va mieux. Même c'est l'existence de la Mauritanie qui est aujourd'hui, qui sera en difficulté. Je crois qu'il est temps que les Mauritaniens se rendent compte de la gravité de la situation et qu'ils prennent leurs dispositions pour mettre fin à ce système-là. Tant qu'on n'a pas compris ça, je crois qu'on va aller au mur et c'est l'existence de la Mauritanie même qui est aujourd'hui en cause. Je crois que chacun de nous doit comprendre ça. Prendre des dispositions pour mettre fin à ce système-là. Et cela, je crois qu'il y a des candidats qui sont en mesure aujourd'hui de nous amener vers cette situation qui n'est pas raisonnable ni. Alors, il vient de faire une bonne propagande politique que Issa Diawara ne laissera pas passer. On va prendre juste une petite pause avant de passer à la prochaine, on va dire, séquence et thématique et donner l'occasion à Issa Diawara de répondre. Nous sommes de retour après cette petite pause. On avait donné la parole à Marega qui a fait une charge énergique en matière de santé contre le pouvoir en place et celui peut-être qui va incarner la continuité, Mohamed Oukazouani. Issa Diawara Bouillonné voulait répondre. Issa, dernière réponse sur la question du plateau sanitaire et de l'accès à la santé. Vous avez vu le diagnostic qui a été fait par les 3 représentants de différents partis. Il n'a pas été du tout reluisant. Bon, c'est dommage qu'on ait des hommes politiques de ce niveau et qui ont les plus grands soucis pour l'intérêt de leur pays, ne pas reconnaître des réalisations aussi importantes en matière de santé telles que je viens de les énumérer. Et en termes d'investissement en construction, en termes aussi d'investissement dans les ressources humaines, comme je l'ai dit, il y a des écoles de santé créées partout, également une faculté de médecine. Et Camara lui-même l'a dit, il dit que chaque village est doté d'une ambulance. Ça, c'est une couverture et un maillage qui est aussi important, qui permet de prendre en charge rapidement les urgences. C'est pas les populations. C'est les populations. Non. Alors, laissez Diawara finir après. On ne va pas laisser finir sur des trucs qui n'existent pas. C'est pas possible. C'est faux. Parce que nous, notre ambulance, c'est nous. Et nous, nos consultations, je remercie vraiment les émigrés qui sont là, ici en France, de la diaspora mauritanienne, de chaque village, je les remercie beaucoup. Parce que nous, notre consultation, il était à 500 ouguias et les émigrés, ils ont pris 300 ouguias. L'intéressé, il paie que 200 ouguias. Ça, c'est l'État. Ça, c'est des trucs qui sont vraiment alors, la réalité. Est-ce une décadence, vous pouvez les nier? Plutôt vous ne pouvez pas les nier. Faut pas les nier. Monsieur Donc Camara, ça, c'est des choses qui existent. Maintenant, vous l'avez présenté. Face à cela, vous allez me dire, est-ce que c'est une défaillance de la CNAM, de la Caisse nationale d'assurance maladie? Ce qu'il dit est archi faux, je le répète. Laissez finir. C'est vraiment une image dans sa représentation personnelle qui ne correspond pas à la réalité. La réalité est que les Mauritaniens, tout le monde en Mauritanie est pris en charge. Et là, récemment, la CNAM vient de prendre une décision de créer l'accès aux soins universel. Donc, il suffit d'une cotisation de 4 000 ouguias et tout le monde est pris en charge dans la famille. Donc ça, c'est universel. Voilà, une semi à la mauritanienne. Donc ça, quand même, c'est une avancée notable qui doit être saluée, même si vous n'êtes pas, vous ne portez pas le régime dans votre cœur, mais sachez reconnaître ce qui est fait pour l'intérêt de la population.
Alors, sachez reconnaître pour ce qui est fait pour l'intérêt des populations, un autre problème, une autre thématique, c'est celui du développement. On a parlé de l'éducation, de la santé et de la gouvernance. Développement économique. La Mauritanie, ce territoire désertique, a un sous-sol très riche, que ce soit au niveau du fer, du poisson ou de l'or, cuivre et j'en passe. Nous avons des richesses très, on va dire, conséquentes. Par contre, la plupart de l'économie mauritanienne est dépendante des cours, on va dire, par exemple, de l'or au niveau international ou du fer. 2014, chute du cours et puis la Mauritanie est dans une situation, on va dire, un peu alarmante. Elle s'endette énormément. 2017-2016, la dette publique atteint presque 100% du PIB. Tout récemment, ça se dégonfle légèrement. On est aujourd'hui autour de 69% du PIB et 31% de la population vivrait sous le seuil de la pauvreté selon certains rapports. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau économique, au niveau de l'investissement, parce qu'en soi, le fait d'emprunter n'est pas mauvais, mais tout dépend de ce qu'on en fait. Est-ce qu'au niveau économique, il n'y a pas une faillite quand même aujourd'hui des régimes en place? Pas du tout. Moi, j'estime qu'au contraire, récemment, il y a le FMI qui a accordé une facilité élargie de crédit à la Mauritanie. Ceci est fait par rapport aux perspectives économiques favorables dont recèle la Mauritanie. Vous avez évoqué effectivement la crise qui a touché le monde, c'est pas la Mauritanie. On a connu quelques 5 années facilement de crise économique mondiale qui a impacté également la Mauritanie. Certaines de ses ressources, notamment d'hydrocarbures et du fer, et tout ce qui est industrie extractive, qui ont été touchés par la forte baisse des prix. Mais depuis 2017, il y a un frémissement qui est fait vers à la hausse, qui a fait que la Mauritanie aujourd'hui présente des perspectives assez importantes qui sont saluées par toutes les grandes institutions internationales. Et la Mauritanie est saluée aussi dans la mesure où elle a une inflation qui est modérée, qui est à 2,70. C'est modéré et on aurait pu avoir moins si les prix des produits importés n'étaient pas élevés et si également le Guyane n'avait pas connu aussi une dépréciation. Il y a un autre volet qui a été souligné également par ces mêmes institutions, c'est que la Mauritanie diversifie actuellement son économie. Elle essaie de se détacher de la dépendance justement à ces deux secteurs pour développer d'autres secteurs économiques, qui sont les nouvelles technologies, qui sont l'agriculture, etc., etc. Donc la faillite que vous dites, pour moi, elle est peut-être, oui, comme toujours, elle est imaginaire, mais elle ne correspond pas à la réalité. Alors, la faillite ne correspond pas à la réalité. Est-ce que nous vivons dans des chimères où la situation, par exemple, jusqu'à 2 jours ou 3, où les employés de la SNIM contestaient ou manifestaient, en tout cas par rapport à la situation économique, on dit que le géant au pied d'argile est dans une situation alarmante parce que l'État profiterait en tout cas de la SNIM en faisant de la SNIM une sorte de rente et puis en finançant, on va dire, la solidarité nationale. Je vais compléter déjà le diagnostic que vous avez donné sur la Mauritanie. Vous dites que nous sommes endettés à 61% selon le FMI, en excluant la dette que la Mauritanie a envers le Koweït. Autrement, nous sommes endettés à 100%. À 100%. La Mauritanie est endettée à 100% de son PIB. Et l'exemple que vous avez cité, la SNIM, est illustratif de toute la difficulté économique que la Mauritanie subit. Autant que les cours des matières premières montent et descendent, la Mauritanie n'est pas le seul pays à avoir des ressources minières à exploiter. Ceci dit, il y a des pays effectivement qui s'en sortent, et d'autres pays d'ailleurs qui n'ont même pas de ressources minières, et qui arrivent quand même à donner les minimums, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, l'éducation et la santé. Quand on voit la situation économique du pays aujourd'hui, nous avons une répartition de la société en deux. Une division du pays aussi en deux. Nous avons les industriels, une poignée d'hommes d'affaires qui gravitent autour de l'État, qui vivent des marchés d'État, et quels que soient les marchés d'État. Et après, nous avons tout le reste de la population qui survit, tant, je ne sais pas comment ils survivent d'ailleurs. Souvent aidés d'ailleurs par les immigrés, heureusement pour eux. Et quand nous parlons de l'activité économique en elle-même, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez ouvrir une grande entreprise.
vous êtes issu d'une certaine communauté, vous êtes handicapé, naturellement. Supposons même que vous avez réussi à passer les premières barrières. Vous avez créé votre société, vous avez eu certains partenariats étrangers, et ainsi de suite. Parce qu'effectivement, vous êtes issu d'une certaine communauté, ben, il y a un seuil qu'on appelle ça le plafond de verre, que vous ne franchirez jamais. Ou bien votre structure la franchira, mais sans vous, ou votre entreprise va juste disparaître. Je vais vous donner un cas, puisque vous avez parlé des hydrocarbures. J'ai un copain, je ne citerai pas son nom pour ne pas le mettre en difficulté, ou qui avait une licence qu'il avait obtenue à l'époque de Taïa. Il a eu des partenaires étrangers, notamment des Anglais, ceux qui connaissent le dossier, ils sauront très bien de quoi il s'agit. Il a eu une première étude de faisabilité qui est passée. Il a eu une deuxième phase d'étude sur l'extraction, où il était en positif et que là, il devait parler du système du plan de financement. Et à partir de ce moment, on l'a convoqué dans un certain département que tout le monde connaît, qui s'appelle la présidence. D'accord? On a demandé à ses partenaires, pas mon ami effectivement qui avait sa licence, mais ses partenaires économiques qui étaient des Anglais. Et donc, l'autre société est une société cotée en bourse. Et les gens qui sont au pouvoir, ils savent très bien de qui je parle, comme ça, au moins, on n'aura pas besoin de citer des gens. Et ils ont été convaincus. On leur a demandé de signer le contrat avec une certaine personne. Sinon, on leur a demandé de signer le contrat avec cette personne pour qu'effectivement, ils puissent continuer leur prospection. Le rempli, ils ont dit qu'effectivement, malheureusement, nous sommes comme des exécutants, on ne peut que rendre compte à nos partenaires, en tout cas à nos dirigeants, qui sont des Anglais. Ils sont repartis. Ils ont envoyé un courrier à la présidence du département que tout le monde connaît, en leur disant, malheureusement, du fait des conditions dans lesquelles nous avons commencé le travail en Mauritanie et les conditions dans lesquelles vous nous retrouvez à devoir renoncer à travailler avec nos partenaires locaux, et vous nous exigez à travailler avec quelqu'un d'autre, nous, en tant que société privée, côté à la bourse, nous ne pouvons pas répondre à ces exigences. Sachant qu'ils avaient déjà dépensé 1,2 million livres sterling. Donc, ceux qui sont au pouvoir, que vous connaissez très bien, savent très bien quel est ce sujet. C'est pour vous dire, effectivement, selon les individus qui sont proches du pouvoir ou pas, ou selon les activités qu'on veut faire ou pas, et selon le niveau d'investissement que nous voulons faire, nous ne pouvons pas le faire. L'exemple est assez flagrant. Nous avons 20 banques mauritaniennes. Toutes issues d'une communauté. Et vous ne pouvez pas me dire que les autres communautés de la Mauritanie ne sont pas capables de créer des structures pareilles. Combien de Mauritaniens nous avons au Sénégal qui ont des banques? Combien de Mauritaniens nous avons en Guinée qui ont des banques? Combien de Mauritaniens nous avons en Guinée qui ont des banques? Combien de Mauritaniens nous avons en Angola qui ont des banques? Et comment ça se fait qu'ils n'ont pas de banques en Mauritanie? Cela veut bien dire qu'il y a une difficulté effectivement d'essayer sans les Mauritaniens. Et d'ailleurs, certains d'entre eux ont des banques, pas plus qu'au Sénégal ou en Angola. Donc, une seule des banques de Mauritanie qui est en Angola est capable de donner le capital de toutes les banques mauritaniennes, d'origine mauritanienne. Je ne parle pas de la Banque Société Générale ou de la Banque Attijari ou Wafa Bank. Donc, c'est vraiment pour dire effectivement, la société, elle est sclérosée. Aujourd'hui, l'activité économique, elle est juste bloquée. Vous voulez passer à un certain niveau d'investissement, vous ne pouvez pas. Combien de Mauritaniens sont dans la diaspora qui sont capables aujourd'hui de mettre un paquet pour effectivement créer une société? Aujourd'hui, ils ne peuvent pas. Par contre, et c'est ça qu'on appelle le point de l'État. C'est que nous permettons aux Turcs de venir investir, nous permettons aux Marocains de venir investir, mais nous ne permettons pas aux Sénégalais de venir investir. Comment ça se fait? Nous ne permettons même pas aux Mauritaniens, je ne parle même pas d'étrangers, nous ne permettons même pas aux Mauritaniens issus d'une certaine communauté de venir investir. À partir du moment où vous mettez 100 millions d'euros sur une société, vous êtes en danger pour la société. Comment cela se fait? Bien, LH, le diagnostic est saignant. Par contre, je n'ai pas encore eu de proposition. Monsieur Marega, alors, la question du développement. SNIM, les investissements, par exemple, l'investissement de l'immeuble de la SNIM qui n'est pas encore géré et autres, on a considéré que la SNIM a été obligée, M. Issa peut-être répondra à cette accusation, de construire un hôpital à Nouadhibou qui ne faisait pas partie de son programme. Est-ce qu'aujourd'hui, la situation économique dans laquelle nous sommes est viable? Bon, je crois qu'à travers tout ce qui a été dit dès le départ, je crois que comme j'ai souvent répété, nous sommes dans une situation très difficile pour la quasi-totalité des Mauritaniens. Il y a une minorité de privilégiés qui sont au pouvoir, qui dilapident les biens de l'État à tous les niveaux. Je crois que les exemples qui ont été cités là sont les exemples les moins alarmants. Une société comme la SIM, si je prends la société comme la SIM, il y avait le prix du fer qui avait augmenté considérablement. La SIM a multiplié
au moins 2 fois, c'est-à-dire qu'à 200%, voire plus, ces recettes. Ces recettes devaient être utilisées par la CNIM pour prévoir des coûts difficiles. Aujourd'hui, la CNIM se trouve dans des difficultés. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé ces recettes-là n'importe comment, en essayant de construire, comme je l'ai dit tout à l'heure, des villes nouvelles, en essayant d'emprunter 15 milliards à la CNIM pour l'aéroport. Qu'est-ce que la CNIM a à voir avec la construction d'un aéroport qui, en principe, accueille plus de 3000 personnes, alors qu'en Mauritanie, il n'y a même pas, par an, alors qu'il y a 300 000, je crois, alors qu'il n'y a même pas 100 000 par an. Enfin, bon, c'est dire tout simplement, aujourd'hui, toutes les sociétés d'État sont faillites ou vendues à des copains, à des amis. Nous sommes dans un pays aujourd'hui qui est à la dérive, à tous les niveaux de son économie. Je crois que je n'ai pas besoin de rentrer dans le détail comme il l'a fait, mais ce sont des détails qui éclaircissent encore davantage la situation lamentable dans laquelle nous vivons aujourd'hui dans ce pays. Je crois que, une fois de plus, les Mauritaniens, de manière générale, nous avons intérêt à nous réveiller, à comprendre le danger dans lequel s'achemine à une vitesse grand V notre pays. Aujourd'hui, permettre à Razouani de succéder à Aziz, c'est accepter la continuité, donc à la décadence du pays. Alors, qu'est-ce que vous proposez, par exemple, pour régler le problème des entreprises publiques dès que, si jamais, demain, le 22 juin 2019, vous êtes au pouvoir? Bon, écoutez, ce qui appartient à l'État appartient à l'État. Donc, on ne peut pas permettre, par exemple, pour le marché, permettre tout simplement à ce que ça soit accaparé par un groupe donné. Par exemple, vendre une société d'État à un groupe parce que tout simplement ce sont des amis, etc. Les sociétés d'État doivent être gérées par des Mauritaniens. Je crois que dans l'exemple du passé, peut-être que je n'ai pas eu le temps de le citer, mais la CNIM, à l'époque, ce n'était même pas une société nationale. C'était à l'époque un enfermement. Ce sont des Mauritaniens qui ont lutté, qui ont obligé à l'époque Mokhtar Ould-Daddah à nationaliser l'enfermement. Donc il y a des Mauritaniens aujourd'hui qui veulent préserver l'économie de la Mauritanie pour que les Mauritaniens puissent bénéficier de cette économie-là. La Mauritanie dispose d'énormément de ressources. Aujourd'hui, dans une année ou 2 ans, il y a le gaz qui va venir encore et qui sera utilisé de la même façon que le fer a été utilisé, que l'or a été utilisé, que tout le poisson a été utilisé. Donc, nous ne sortirons pas, nous assumerons vers la catastrophe. Bien. Économie, on a dit, de rente vers une économie de diversification, dira Issa Diawara. Alors vous, avec votre technocrate, celui qui a fait, on va dire, toutes les fonctions de l'État, depuis la direction du budget jusqu'à la primature 3 fois, Sidi Mohamed Ould Boubacar, qu'est-ce que vous proposez pour changer le paradigme de développement en Mauritanie? Pour changer le développement et le paradigme en Mauritanie, parce que moi, je peux parler de 2 choses. Il faut qu'il y ait une égalité entre nous déjà. Parce que le développement, la Mauritanie, comme je disais, c'est un pays riche. Mais cette richesse, elle est maîtrisée par un clan, par quelques têtes. Et à chaque fois, c'est la même routine, c'est la même manière. Donc, M. Diawara qui est là, il va dire, ouais, nous, parce que notre marionnette était avec nous, d'accord. Parlez donc, vous laissez M. Diawara, voilà, il va parler après, il va vous répondre. Lui-même, il est d'accord que c'est une marionnette. Notre marionnette, il est là. Parce que nous, notre marionnette, il n'avait pas de pouvoir. Parce que c'est comme actuellement. Ah, donc vous reconnaissez que c'était une marionnette qui n'avait pas de pouvoir? Non, parce que avec le pouvoir militaire, actuellement. Là, ça devient grave. C'est très grave. Même M. Diawara, parce que M. Diawara, on le dicte des mots qui, voilà, il est là lui-même, on le dicte des mots. Donc, il faut qu'il accepte ça. Il ne faut pas qu'il sorte de ce cadre. S'il sort de ce cadre-là, demain, c'est une autre. C'est lui le marionnette actuel. Chez nous, on est démocrate et libre. Voilà. Donc, comme je disais, la Mauritanie, économiquement, la Mauritanie est un pays riche. Mais cette richesse, elle est mal gérée, mal entretenue par un clan, les hommes de l'État et ses approches. Parce que si on parlait de la CNIM et de l'or
du gaz bientôt et du poisson. Mais la Mauritanie a beaucoup de richesses. D'ailleurs, maintenant, vous proposez quoi pour que cette richesse soit répartie équitablement parce que vous considérez qu'eux, ils ne le font pas. Vous arrivez au pouvoir, vous faites quoi? Nous, quand on arrive au pouvoir, c'est l'égalité entre les personnes. Donc, placer la personne là où il faut pour qu'on puisse vraiment gérer tout ça. Parce qu'on ne peut pas placer, c'est mon ami, je vais le placer autre qui ne connaît rien. Il faut mettre les personnes compétentes à des postes qui sont adaptés à leurs fonctions. Et comme ça, tout le monde s'en sortira gagnant. Et le pays aussi. Donc la plus grande priorité pour vous, c'est une question de gestion de ressources humaines. C'est ça. Donc on ne peut pas mettre M. Diawara à l'économie, alors que M. Diawara, il a fait sociologie. Donc à moi, je ne sais pas comment il va faire pour s'en sortir. Monsieur Diawara, vous êtes prêt à faire de l'économie? Même si vous êtes sociologue. Voilà. Voilà, vous êtes économiste. Alors, monsieur Diawara, c'était une boutade. Répondez maintenant à ces observations par rapport au développement. Ils ont dressé un tableau, on va dire, alarmant. Une gestion, on va dire, une confiscation des richesses de l'État par un groupuscule qui tourne autour du pouvoir en place. Et puis, des gens qui s'enrichissent, le peuple d'en haut et ceux d'en bas, et qui sont en train d'asphyxier le développement économique du pays. Qu'est-ce que vous en dites? Ils sont dans leur rôle, c'est des observateurs, ils ne connaissent pas la réalité du pouvoir. C'est pour ça que bon, ils ont des allusions comme ça, complètement à côté. J'avais dans mon introduction, en abordant la question de l'économie, dit que la Mauritanie présente des perspectives économiques importantes. J'ai parlé de la diversification vers l'agriculture, les nouvelles technologies, l'élevage, etc. Il y a aussi les perspectives en hydrocarbures et en gaz au niveau de la Grande Tortue. Depuis 10 ans, vous dites que c'est l'apocalypse. Normalement, c'est 2020. Normalement. Voilà. Oui. Mais depuis 10 ans, vous dites que c'est l'apocalypse. La Mauritanie est là debout. Elle tient. Parce que ce que vous souhaitez, c'est-à-dire l'explosion de la Mauritanie, ça n'a jamais eu un début. Heureusement, parce qu'il y a des dirigeants qui tiennent le pays dans le bon sens. Donc, il y a ça. Et il a dit des contre-vérités aussi, sur lesquelles je voudrais revenir, notamment quand il évoque l'introduction, ou en tout cas le fait de pouvoir ouvrir une banque en Mauritanie. Ça correspond à des règles tout court, tout simple. Et aujourd'hui, il y a des Noirs qui ont des banques. Je vous rappelle qu'il y a Diaw et Diagadjem ont une banque qui a été créée. Donc, ne dites pas qu'il n'y a pas de Noirs qui... L'International Bank of Mauritania, voilà. Ils sont actionnaires. Non, ils sont majoritaires. J'ai pas les actions majoritaires et le directeur... C'est eux qui ont la licence. C'est eux qui ont la licence. Le directeur, je connais aussi, qui est... Mais accepterez-vous? Non, je n'accepte pas des Alors, continuez. Voilà. Bon, il faut que vous acceptez. Est-ce l'exception qui fait la règle? Non, c'est pas la question de l'exception. C'est l'exception quoi? Parce que simplement, c'est des gens qui ont voulu s'investir dans ce domaine, qui ont répondu au cahier des charges et pour lesquels ça a été ouvert. Lui-même, il l'a dit, on ouvre aux étrangers, c'est pas aux Mauritaniens qu'on va refuser. Il y a un cahier de charges auquel il faut satisfaire. Si on satisfait. Les télés aussi. Les télés aussi, c'est la même chose. Il y a un cahier de charges. Vous prenez tout sur le côté de l'exclusion et la discrimination. Vous ne voyez pas le côté cahier de charges. Il faut répondre à un cahier de charges. Quand on répond au cahier de charges, quand on répond, mais je ne dis pas que c'est les mêmes, mais je dis qu'il y a certains, je dis que certains répondent au cahier de charges et d'autres ne répondent pas, et c'est normal. C'est comme ça. Quand on répond à des conditions. Nomination de 8 personnes. C'est aussi le cahier de charges. Ah, regarde, je vais finir, juste, par rapport, à la question de l'économie. Quand ils disent que l'économie, qu'il n'y a pas d'égalité. Mais j'ai envie de sourire tout doucement. Tout ce qui a été fait comme investissement pour désenclaver la Mauritanie, en termes d'infrastructure routière déjà. Depuis qu'il est là, ce qu'il a fait, c'est le double de ce qui a été fait par tous les présidents avant lui. Pour essayer, parce que la base du développement, c'est les infrastructures. Ça a été fait. Il y a des routes qui sont en train d'être reconstruites aussi. Comme je l'ai dit, les ports, le port de Nouadhibou a été élargi, Nouakchott a été élargi, il y a le port de Ndiago qui va être créé. Il y a aussi les aéroports. Il y a Nouakchott, on a Umtousi. On a l'aéroport de Selibabi qui a été réformé pour des raisons de sécurité. Pour l'instant, c'est pas ouvert, etc. Il y a aussi les climats des affaires. Depuis mars 2017, la Mauritanie est dans une zonage de sécurité qui fait que son attractivité augmente. Et les investissements directs des étrangers augmentent. Il y a des études qui l'ont démontré. Tout ça pour démontrer que, au contraire de ce qui est en train d'être dit ici, la Mauritanie a une économie dynamique et qui est observé de l'étranger. Et les étrangers ne viennent pas au pays pour rien. Ils viennent parce qu'ils savent qu'il y a un climat qui est là, qui est favorable. Ils savent aussi que l'économie, dans le secteur privé, justement, il est dynamique. Bien. Alors, on est vraiment quasiment à la fin de le temps qui nous est imparti.
Vous allez chacun d'entre vous faire une conclusion. Donc, on va commencer par M. Fall. Vous allez faire une conclusion, peut-être votre dernier mot, et puis peut-être votre appel à la diaspora ou aux Mauritaniens. Merci encore une fois pour l'occasion que vous nous avez permis déjà de nous retrouver tous ici. Franchement, c'est une initiative assez louable. Et d'avoir eu à discuter aussi avec des partenaires, on va dire, respectueux, même s'il y a eu quelques points. En termes de conclusion, il y aurait quand même plein de choses sur lesquelles je voudrais revenir. J'essaie d'être assez succinct. Mais sur le dernier point, effectivement, sur le côté économique, j'ai préféré parler des cas concrets pour illustrer réellement la situation que j'ai dénoncée. Mais si on parle effectivement de la gestion économique du pays, et je vais prendre l'exemple de l'Incassem, puisque vous dites que la Mauritanie a investi dans l'agriculture. Encore une fois, c'est toujours le système militaire. Donc, de 1978 à aujourd'hui, on a créé une banque agricole qui s'appelle l'Incassem, qui a duré quasiment 10 ans, et on n'a plus de fonds. C'est encore une fois une gestion des militaires. Si on parle des infrastructures, vous me dites que c'est celui qui a construit, qui a investi le plus, en tout cas le double de ce que tous les présidents ont fait. Je reprends encore toujours le cas des militaires. 78 à maintenant. La route Nouakchott-Rosso a été financée 3 fois. J'ai bien dit 3 fois. La première a été financée par la FAD. La deuxième a été financée par le FADES. Et le troisième a été financé par l'Union européenne. À tel point que l'Union européenne a exigé à ce que ce soit des sociétés françaises qui soient là pour piloter en partie le projet, notamment Vinci. Donc, je veux bien accepter effectivement que c'est un président bâtisseur, mais à quel point, à quel prix? 3 fois une route financée. C'est pas celui qui l'a fait. C'est encore une fois un système militaire. C'est pour ça que j'ai dit qu'aujourd'hui, nous devons quitter aujourd'hui. Je ne parlerai pas de UFD ou Boubacar. J'ai dit, on a un système militaire qui nous met dans une difficulté particulière. Donc, Aziz, comme Azouani, comme Paya, et comme Salek, et comme Haïdala, et comme les autres, sont tous comptables de ce que nous subissons aujourd'hui. Le système éducatif, le système de santé, le système économique, le système des infrastructures. Vous avez si bien dit qu'un pays, son développement dépend des infrastructures. Mais excusez-moi, la route la plus empruntée, en dehors de la route de l'espoir, c'est la route Nouakchott-Rosso. C'est la route la plus calamiteuse du pays. Et c'est le cordon entre l'Europe et l'Afrique, et nous ne sommes même pas en mesure de le financer. À tel point que l'Union européenne qui a besoin de cette route, elle a pris les devants pour dire qu'elle va piloter le financement de cette route. C'est vraiment pour dire à quel point l'État mauritanien est défaillant. Et l'État mauritanien est défaillant parce que nous avons des militaires. Donc c'est pour ça que moi je dis aujourd'hui, nous appelons à ce que ces systèmes des militaires qui nous foutent la paix, qui nous laissent tranquilles. Nous avons des cadres mauritaniens qui sont dans toutes les institutions internationales, dans toutes les grandes banques du monde, dans toutes les grandes entreprises du monde. Et ce n'est pas une histoire de mots, de moi, de Sonic. Tous les Mauritaniens ont des capacités énormes. Nous sommes même appréciés jusqu'au domaine religieux, pour rejoindre mon ami Kamara. Mais comment ça se fait que les Mauritaniens sont reconnus dans le monde entier et nous avons le pays le plus minable au monde? Nous avons un taux de chômage qui 14% de la population est au chômage. 12% de la population active est au chômage. Alors que nous ne sommes que 4 millions. Et je reviens sur le dernier point qui nous embête le plus, parce que c'est celui qui va nous amener aux élections présidentielles. Nous avons des élections présidentielles. Et nous avons une commission électorale qui doit nous recenser. Nous avons un seul bureau de vote pour toute l'Union européenne. C'est grave. Un seul bureau de vote pour toute l'Europe. Et donc, vous êtes d'ailleurs le député. Comment cela se fait que dans un pays où vous avez une communauté. C'est très dramatique. Je juste vous finissez très rapidement parce que votre conclusion est très longue. Hein. Je m'excuse. La CENI qui est censée nous permettre de voter le maximum, en tout cas, permettre à ce que les élections se fassent le plus correctement possible, nous ouvre un seul bureau, et notamment à Paris. Comme si la communauté espagnole n'existait pas, comme si la communauté belge n'existait pas. Alors que nous savons que ce sont des Mauritaniens qui sont là, effectivement, et qui subviennent aux besoins des Mauritaniens qui sont en Mauritanie. Et comment ça se fait que le pays le plus peuplé en Mauritanie à l'étranger, qui est le Sénégal, n'a pas de bureau de vote? Bien. Il y a juste ils vont forcément y répondre. Camara, votre conclusion, très rapide, 1 minute et 30 secondes. Et je compte. Moi, ma conclusion, et je m'adresse directement à monsieur le député. Est-ce que, à un moment donné, vous allez ouvrir les yeux et écouter le peuple? Parce que vous, déjà, vous n'êtes pas élu du peuple, déjà. Vous êtes élu d'un parti. Donc, vous nous représentez ici aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement votre parti? Qu'est-ce qu'il nous propose selon, parce que son dernier point, au niveau de l'Europe, il n'y a qu'un seul bureau d'inscription électorale. Bien. Merci. La CENI, c'est vous. Non. Ah, non. La CENI, c'est vous. Non, donc, vous avez intérêt à répondre. Alors, Monsieur Marega. Bon, moi, ce que je voudrais ajouter par rapport à ce qui vient d'être dit, je crois qu'il faut qu'on arrive à comprendre quelque chose dans ce pays-là. C'est la nécessité
d'un changement. Je veux dire tout simplement la fin d'un système qui, aujourd'hui, mène le pays, qui est à la dérive et qui mène le pays à la dérive également. Pour cela, je crois que nous avons des candidats. Mais je crois que quand on doit voter pour quelqu'un, on doit savoir pour qui on vote. Connaître son histoire, connaître ce qu'il est, connaître ce qu'il a fait, connaître ce qu'il probablement avoir une projection de ce qu'il va faire. Mais quand on vote tout simplement par hasard, pour des amis, pour des parents, etc., je crois que c'est ce qui a amené notre pays à se trouver aujourd'hui dans une situation très difficile. Il faut qu'on comprenne aujourd'hui, parmi ces candidats, moi, personnellement, avec l'ensemble de ceux qui appartiennent à cette coalition, qui est la coalition composée de BFP, de RFD d'Ahmed Dada, de UNAD de encore. Bon, en tout cas, plus des regroupements d'associations, toutes ces associations de jeunes, toutes ces associations-là, et plus beaucoup de Mauritaniens, tout Mauritaniens, même des ralliements quotidiens. Je crois que tous ces Mauritaniens-là, et avec tous, nous devons comprendre aujourd'hui que pour changer ce pays-là, il faut qu'il y ait l'unité de l'ensemble des Mauritaniens. L'ensemble des Mauritaniens de toutes les communautés. Aucun candidat ne peut être élu dans ce pays-là sur le plan communautaire. Nous devons nous unir pour changer ce pays-là. Et pour changer ce pays-là, je crois que, comme je viens de le dire, il y a des hommes qui sont capables de le faire. Du point de vue de la connaissance du pays. Mohamed Mawdoud, c'est un docteur qui est d'histoire. C'est quelqu'un, comment dirais-je, qui a vécu tout ce qui se passe dans ce pays-là. Il a vécu dans toutes les régions du monde pendant ce campagne. C'est quelqu'un, quand la Mauritanie était en difficulté dans les années 89, il a été obligé d'être en exil ici en France pour tout simplement lutter contre le système qui était en place. C'est quelqu'un qui a tout le temps participé au quotidien du peuple mauritanien. C'est quelqu'un aujourd'hui qui est soutenu par tous ceux qui peuvent être épris de paix et de justice dans ce pays-là. Dieu sait qu'ils sont nombreux dans ce pays. Merci. Donc c'est par rapport à cela que nous devons tous nous unir pour mettre fin à ce système-là. Et je crois que j'invite donc la diaspora, les Mauritaniens, s'ils veulent aujourd'hui que nous nous débarrassons, comment dire, de cette périphérie, il est temps que nous nous retrouvons pour mettre fin à cette. À chaque fois qu'on leur donne une tribune, ils en font un meeting. Alors, Monsieur Issa Diawara, vous êtes aussi notre député. Vous avez peut-être un mot à dire à la communauté de façon générale et aux Mauritaniens pour faire une conclusion. Et ne faites pas comme eux, soyez beaucoup plus bref. Je salue toute la diaspora mauritanienne qui est très active. Je l'invite à davantage d'implication encore pour le développement de leur pays. Je sais qu'ils le font déjà. Mais moi, je me mets à leur service en tout cas pour tout l'accompagnement dont ils ont besoin pour y répondre. Et pour répondre en partie à M. Camara qui disait que je n'étais pas élu du peuple, M. Camara ignore le droit constitutionnel peut-être parce que le droit constitutionnel prévoit aussi ce qu'on appelle le suffrage indirect. J'ai été élu démocratiquement de manière indirecte, je vous le rappelle. Et aussi M. Fall qui souvent rappelle le régime militaire, etc. La Mauritanie est un régime démocratique. Tout citoyen a le droit de se présenter au suffrage des Mauritaniens. Après, c'est le peuple qui est juge. Donc, je m'adresse à ce peuple-là. Je dis au peuple mauritanien, vous connaissez une situation qui est là. Un président avec un bilan extraordinaire, qui a appuyé un candidat, Mohamed Khazouani, qui maîtrise les questions sécuritaires. La Mauritanie est enviée au plan international pour la lutte contre le terrorisme. Et des colloques ont été organisés en Mauritanie pour ça. Vous avez vu ce qu'il a fait en termes d'infrastructures routières, aéroportières, portières. Vous avez vu ce qu'il a fait sur le plan de la santé. Vous avez vu ce qu'il a fait pour le plan de l'excellence de notre éducation. Ce qu'il a fait pour le dynamisme de notre économie. Ça, c'est une réalité. C'est pour ça d'ailleurs que lors des élections dernières... Ne faites pas un contre-meeting. Lors des élections dernières législatives, municipales et régionales, vous lui avez accordé une grande et écrasante majorité. Parce que vous avez confiance en lui. Faites confiance à Mohamed Khazouani, qui sera le continuateur et l'amplificateur de cette politique. Et vous, la diaspora, sachez que celui qui vous a donné le droit de vote, c'est Mohamed Abdelaziz. C'est lui qui vous a donné le droit de vote. Il vous a reconnu en tant que citoyen à part entière.
c'est parce qu'il s'intéresse à tous les Mauritaniens, où qu'ils puissent être. Pour toutes ces raisons, je vous demande, tous Mauritaniens, de l'intérieur comme de l'extérieur, à voter massivement et de manière écrasante le 22 juin 2019 pour le candidat Mohamed Ghazouani. Merci Issa Diawara, merci M. Kamara, merci M. Fall et merci Baba Maraga.